Un projet d'intervention de proximité ou de quartier qui se déroule présentement à Sherbrooke. Comment bâtir des synergies entre ceux qui font du travail clinique de proximité et l'action communautaire ou le développement des communautés. Réseauter les résidents entre eux. Alors, ça veut dire donc de favoriser la cohésion sociale dans le quartier, rejoindre des gens en groupe et voir avec eux quelle compréhension ils ont du fait qu'ils soient pauvres ou mal logés ou qu'ils vivent dans un environnement toxique, etc., etc. Et que cette conscience critique-là mène à une forme d'empowerment individuel et collectif. En termes d'objectifs, c'était contribuer à l'approfondissement des connaissances en regard des caractéristiques des interventions de première ligne en santé et services sociaux qui sont les plus susceptibles de contribuer à l'accessibilité, la continuité, la qualité et à l'efficacité, enfin, vous connaissez tous ces termes-là, de la prestation des services en C3S. Donc, pour nous, c'était une logique de reaching out, d'aller vers les gens. Les résultats à l'égard des déterminants sociaux, on peut dire qu'il y a la combinaison de logiques d'intervention qui permet une réponse aux besoins psychosociaux tout en augmentant le soutien social. Graduellement, il y a de plus en plus de bénévoles ou de personnes pivots qui sont dans le quartier et qui sont prêts à accompagner, soutenir, et qu'avec le renfort des nouveaux intervenants qui seront là, je pense qu'il y aurait vraiment un impact qui pourrait peut-être même être mesuré. C'est l'idée de sortir les personnes de l'itinérance et de contrer l'ancrage dans la grande précarité en intervenant de façon à ouvrir les possibles. Ça, on l'avait prouvé dans le cadre de nos recherches, que les gens qui s'inscrivent dans un projet de vie, des gens qui s'inscrivent dans un suivi psychosocial régulier, un suivi médical, qui ont un logement stable et surtout qui participent à des activités structurées, mais ce sont des personnes qui se stabilisent beaucoup plus rapidement. Les personnes ayant une déficience ne sont pas nécessairement affranchies, comme on le souhaiterait, de leur handicap. Et par ailleurs, ne sont plus réduits à leur handicap. Donc, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Et la pratique de Sylvain, me semble-t-il, offre une prise un tout petit peu différente puisqu'elle permet de voir les personnes en action, de les côtoyer et par exemple, d'apprendre sur leur situation familiale, sur leurs habiletés en action, leur capacité à être en logement. En travaillant sur une 60aine de cas de personnes à la rue, on constitue vraiment une mémoire collective des personnes dans cette situation-là, donc en situation précaire. Donc les CAU C3S sont bien sûr un lieu de rencontre entre donc des chercheurs, des praticiens, des populations, pour favoriser des nouvelles hypothèses de recherche, documenter, évaluer ces modèles d'intervention. Le plan novateur d'intégration sociale. En réalité, c'est un projet qui a été mis en œuvre dans la région de Québec à l'Institut de santé mentale en vue de sortir de l'hôpital psychiatrique une cohorte d'individus qui vivaient depuis plus de 25 ans. Qu'est-ce qui était attendu de ce projet-là? C'était de produire une vidéo relatant l'expérience de désinstitutionnalisation de ces personnes-là. La recherche, elle a donné, la parole aux usagers, c'est sûr, on les a suivis, on les a rencontrés, on les a fait parler sur leurs conditions de vie, tant à l'hôpital qu'à dans la communauté. C'est ça. En fait, le plan novateur a eu des effets autant sur les gestionnaires que sur les intervenants et aussi sur les usagers. Puis surtout de la manière avec laquelle ils allaient agir sur le terrain, qui leur permettait une intervention intersectorielle, de telle manière qu'ils pouvaient rejoindre l'usager à peu près dans tous les angles. Les gestionnaires, en voyant les images, se sont attachés aux usagers, les ont vus autrement, les ont appréciés autrement, et ça, c'était très beau de les voir là-dedans. Ça a révélé les décisions à prendre pour opérer les changements souhaités, et ça les a aussi beaucoup sensibilisés à l'impact possible de leurs décisions. Notre question de départ, ça a été de dire en quoi la gentrification, ou tout au moins les changements qui se produisent dans des quartiers, renforcent ou amoindrissent les dynamiques d'exclusion sociale des aînés.
Le centre de recherche consultait il y a maintenant 6 ans différents organismes aînés de la région de Montréal pour leur poser des questions, en fait, donc aussi de voir avec eux, identifier des priorités de recherche ou des problématiques de recherche. Donc, en tout, on a rencontré 30 aînés dans le cadre d'entretiens semi-dirigés. En fait, il y a une importante hétérogénéité dans les populations qu'on a rencontrées. Et chez les locataires, généralement, la perception des changements qu'ils ont eu dans le quartier est nettement moins positive et parfois même carrément problématique. Limiter les possibilités ou les critères d'éviction des personnes âgées de 75 ans et plus, mettre en place des mécanismes d'information et de consultation spécifiques aux aînés les plus vulnérables. En termes d'aménagement urbain, de maintenir une variété de l'offre commerciale locale. Les gens aussi nous ont beaucoup parlé de perte de lieux de socialisation et de liens avec les pairs. En fait, dans le secteur de la Petite Patrie, on comptait 4 clubs de l'âge d'or francophones. Il n'en reste qu'un. Et le conseiller municipal nous disait... Ils ne viennent pas au conseil d'arrondissement. Comment je vais faire pour savoir ce que les personnes âgées veulent avoir? Et je ne sais plus. J'ai plus mon outil qui était ces clubs de l'âge d'or. Le rapport synthèse que nous va faire part Jean-Pierre Lavoie sur l'étude, nous, on veut le diffuser dans nos réseaux, notamment envers les tables locales aînées. Pour travailler sur la question d'exclusion sociale des travailleurs immigrants exposés aux risques professionnels, on a travaillé sur un partenariat très, très serré pour définir les avenues de recherche et orienter les solutions. Travailler sur des résultats qui nous ont démontré les problèmes d'exclusion et les partenaires associés au projet, les partenaires du milieu, nous ont demandé, oui, mais toutes ces affaires-là négatives, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi extraire de l'étude les bonnes pratiques? On est dans une refonte de la loi de la santé et sécurité au travail, puis on se rend compte qu'on n'a jamais rien écrit sur les travailleurs immigrants et qu'on souhaite que les petites entreprises deviennent autonomes, entre autres sur la formation des travailleurs, l'accompagnement des employeurs aussi. Dans les langues maternelles, est-ce qu'on devrait insister sur le fait qu'il y ait des formations dédiées aux autres? Dans aucune loi de santé et sécurité au travail, on exclut les travailleurs pour des raisons d'immigration. Alors, il n'y a pas formellement d'exclusion, mais il n'y a rien qui permet leur inclusion. Grande bataille gagnée, l'IRSST a inclus dans son plan quinquennal des 5 premières années de porter une attention particulière aux travailleurs immigrants.